c'est tellement miraculeux de se retrouver là. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu les camions arriver le matin. T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs. C'est comme si on avait écrit pour elle alors qu'on la connaissait pas. On s'est dit, mais en fait, Omar, il a ça en lui. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Très bonne blague. C'est très dur de voir Jean-Pierre et de ne pas être ému. C'est des moments pour nous magiques. Est-ce qu'on peut vous demander un clap, s'il vous plaît? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ça, deux décalés. Deux claps. Bien de décaler. Bonne chance les gars. Si vous voulez, je parle déjà désynchronisé. Alors on va regarder dans le rétro de votre carrière et regarder plein de petits extraits, de petites archives, peut-être des choses que vous n'avez pas vues, d'autres choses que vous avez vues de nombreuses fois. Ça vous spoil tout de suite cette image? Oui, bien sûr. Ça nous spoil, mais ça nous fait plaisir surtout. Ces jours heureux, c'est l'organisation. C'est la fameuse règle des 3 P. Règle numéro 1. P comme professionnel. Quand on vous pose une question, vous répondez jamais je sais pas. Par exemple, quel temps il fait là-bas? Vous répondez il fait beau. Et il fait quel temps là-bas? Ah ça par contre je sais pas. Règle numéro 2. P comme pédagogie. C'était direct. Restez calme. Pas encore, Vous criez pas et vous êtes poli. pas encore en place. Vous oubliez les mères, fait chier, putain, etc. Faut leur montrer qu'on est soudés et que c'est pas la première fois qu'on bosse ensemble. On sent beaucoup d'envie, on sent beaucoup d'intention. L'envie, par exemple, du plan séquence, elle est jolie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage pour expliquer. Mais on sent que tout est un peu écrit. On sent l'écriture. Ça marque beaucoup d'énergie, de dynamisme et d'envie, mais j'ai tout envie de refaire tout de suite. Je pense qu'il faut saluer aussi Laurent Deutsch, parce que je me souviens très bien qu'on était arrivé sur le plateau, on lui avait dit on va le faire en plan séquence, et il connaissait le texte par cœur. Et bizarrement, on était très étonnés. En fait, chaque acteur devrait connaître son texte par cœur, mais là, c'était notre 3e court-métrage. Et c'est vrai qu'il nous avait vraiment étonnés. C'est vrai que si on doit contextualiser, vous l'avez dit, c'était votre 3e court-métrage. 3e. Donc après les petits souliers notamment qui avaient déjà participé à vous créer une petite notoriété. C'est l'ancêtre de Nos jours heureux, c'est le papa, c'est comme ça qu'on a décidé de parler d'écolo. On s'est dit tiens, ça au moins on connaît, on va le faire. Et on avait repéré effectivement Omar et Fred, Laurent Deutsch, Elsa Kikoïn qui est là. Et puis Omar, quand même Omar qui est arrivé le matin, on ne savait pas si... Ouais, tous les deux d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'était un peu des stars. Ils étaient là, ils travaillaient à Canal avec Jamel. On a été les voir, on les a croisés dans les couloirs, on va faire un court-métrage, on les a vus une fois, on leur a filé le scénario, on n'était pas potes. Et le matin même, on se demandait s'ils allaient être là, quoi. Angoissés, jusqu'à ce qu'ils arrivent, on était angoissés. En fait, il faut remettre dans le contexte. Nous, on est inconnus au bataillon. Il y a deux gars qui sont très à la mode, qui passent à la télé tous les soirs sur Canal+, dans un truc qui est ultra, comment je pourrais dire, branché de l'époque, trendy, quoi, qui est le cinéma de Jamel. Ils font des sketchs, ils sont drôles. Et nous, on se dit, ce serait bien de les avoir dans le court-métrage, mais on n'a aucune garantie qu'ils vont venir. Ils nous ont dit oui sur le papier, et puis ils sont là, et c'est un peu la magie qui commence. Et justement, ça nous emmène au premier long métrage. On a retrouvé une archive d'une émission Canal C'est du cinéma qui vous avait suivi en coulisses de ce tournage-là. Donc, qui avait tourné un petit making-of. J'ai peur. C'est Pierre Je le Zélie. dis tout de suite, j'ai peur. Idem pour Eric Toledano et Olivier Nakache, tandem de réalisateurs venus du court-métrage. Ça va être du sport. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. J'ai pas du tout l'impression d'être sur un premier film. Je pense que si on était venu en disant on a des gens mais qui n'étaient pas assez connus en tout cas, etc., le film, vous ne seriez pas là et nous non plus. C'est Très intéressant comme... Et le casting fort qui fait qu'aujourd'hui... Hyper intéressant. Et c'est foudroyant, comment c'est complètement nul ce que je raconte, mais c'est vraiment abyssal. Parce qu'en fait, je me rappelle très bien que mon obsession, c'était de faire un premier film, on y pensait tous les jours, et que, évidemment, s'il n'y avait pas de personnalité, c'est la télé qui finance, on sentait qu'on n'y arrivait pas, et donc j'étais encore dans ce logiciel alors que je suis sur le tournage, donc j'aurais dû lâcher l'affaire et parler d'un truc intéressant. Et je salue aussi le très beau pull d'Olivier. C'est magnifique. Et son cadre de lunettes que je trouve vraiment très moderne. Ouais, on a glow up. Voilà. On a un petit peu glow up avec l'âge. Pas du tout stressé en tout cas, ça se voit. La façon dont je tiens mon genou montre que je suis pas du tout à l'aise. C'est vrai que c'est le début de quelque chose aussi qu'on ne désire pas forcément quand on veut faire du cinéma, mais ça fait partie du jeu, c'est faire de la promo. Donc là, il y a des journalistes qui s'invitent. On l'apprend. On voit qu'on était bon. On n'est pas, regarde moi comment je suis à l'aise. Ouais. Non, c'est quelque chose qui s'apprend. Portable. Oui, mais il n'y avait pas il y avait des portables à l'époque. Ouais, mais tu regardes pas ton portable, tu regardes un peu en bas parce que tu as un peu peur de trucs. Ouais, et moi, je fais faussement à l'aise. Donc on est... oui, j'espère qu'on a progressé, j'espère. Mais encore une fois...
là, c'est tellement miraculeux de se retrouver là. On l'a tellement attendu. Je crois que j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu les camions arriver le matin. C'est les camions de cinéma, c'est comme un cirque. Il y a 20 camions qui déballent le matériel et tout. Et je disais, surtout, il y a eu tellement de montagnes russes avant d'arriver d'arriver là. Ça a été très compliqué. C'est normal, c'est des premiers longs métrages. Donc, il faut rencontrer la bonne personne. Nous, on a rencontré la bonne personne qui s'appelle Nicolas Duval, qui est le producteur de Quad avec qui on a fait tous nos films. Si on ne l'avait pas rencontré, je ne sais pas si on aurait été là. Parce qu'il avait la même envie. Vous même. Ouais, la même envie que nous, la même passion, la même envie. Il avait envie de faire du long métrage, il n'en avait jamais fait, nous aussi. Et cette passion commune, cette énergie commune a fait que voilà, on a été assis sur ces magnifiques sièges de bal là. Ouais, juste avant, d'abord il y a beaucoup de symboles parce que c'est un siège de mariage, parce qu'on avait écrit un mariage, parce qu'on travaillait beaucoup dans les mariages, qui donnera plus tard le sens de la fête. D'ailleurs, pas longtemps avant, on a continué quand même à travailler pendant les courts-métrages. Ouais. Pendant qu'on écrivait ce film-là, on travaillait encore dans des trucs comme ça. Ouais. Ça nous emmène forcément derrière au premier gros succès populaire avec la scène cultissime que vous avez revue, j'imagine, des centaines. Ouais, enfin, si on la revoit pas, les gens nous la font. Donc, okay. Je viens avec toi. Mais non, je veux y aller, laisse-moi. Écoute, on se mouille juste les genoux et si ça te plaît pas, on sort, d'accord? Mais j'ai dit non, je m'en la paix à la fin. Mais je te promets que tu vas adorer, hein. T'as ma parole, d'accord? Allez, viens te baigner pour me faire plaisir. Lâche-moi! Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es! Connard! 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 Casse-toi! Ça suffit de rester planté là. Toi, tu viens avec moi. Elle va se faire vraiment mal aux pieds. Alors là, elle va se faire mal. Là. C'est vrai. C'est ce qu'on peut dire là-dessus. C'est marrant de voir que vous arrivez encore à rigoler. Oui, parce que c'était tellement... elle est incroyable, cette comédienne Joséphine. Elle est incroyable. Elle nous a donné un moment fou. Et je me souviens même du moment où on a écrit la scène dans la production, en écrivant « Connard, petit enculé !» On s'est lâché. Et quand on l'a vue au casting, Joséphine, c'était un des castings les plus rapides du monde. Et c'était elle. C'est comme si on avait écrit pour elle alors qu'on ne la connaissait pas. Il y a une anecdote qui n'est pas très connue, c'est que quand on a fait le casting, c'est une des premières qui est venue pour candidater pour ce rôle de Caroline. Et en fait, il y a eu un truc, c'est que le son n'a pas marché. Donc c'était des cassettes, elle nous a montré la cassette, la directrice de casting, elle a dit oh, « j'ai trouvé une fille super » et ça. Et on met lecture et il n'y a pas le son. Mais pourtant, on a quand même trouvé super. On a dit « je ne sais pas si le son il est bon, mais en tout cas physiquement on la voit comme ça, l'énergie c'est comme ça ». Et donc la pauvre, elle a dû revenir faire le casting. Et c'est là qu'on a eu, en fait, on a eu d'abord l'image, on a d'abord eu sa tête, après on a eu le son en décalé. Et c'est marrant parce que les deux nous ont beaucoup plu. On a demandé à Joséphine si elle avait une petite anecdote à raconter sur cette fameuse scène. Donc elle vous a adressé un petit mot. Je crois qu'il faut des grands acteurs. Salut Olivier, salut Eric. Alors moi quand je repense à cette scène de la piscine, je pense au petit garçon de Benoît Joubert. J'avais très peur en fait de lui hurler dessus comme ça. J'avais peur un peu de sa réaction, qu'il soit traumatisé par le truc. Je lui demandais mais toi ça fait longtemps que, t'as déjà fait des films avant, Et puis là il m'a sorti qu'il avait déjà fait 12 films alors qu'il avait genre 7 ans ou 8 ans. Il avait fait 12 films et moi c'était mon premier film. Et donc je me souviens de ce truc de son professionnalisme, de son sérieux. Prêt à recevoir tout ce que j'allais lui envoyer dans la figure, sans aucune réaction, sans aucun affect, rien. Très très cool. C'était vraiment un acteur, le gars, c'est vrai. Alors qu'elle, elle démarrait. En fait, c'était l'acteur le plus pro de tout le tournage. Ouais, je crois qu'il avait fait plus de films que nous tous, en fait. C'est quand même assez anecdotique d'avoir un mec de 7 ans qui arrive qui dit oui, j'ai l'habitude d'aller où ma marque? Ma marque, elle est là, ok, on en refait, je vais être tout de suite dedans. T'es là, t'es à quel focal? Il dit. Non, mais c'est vrai, elle a totalement raison. Ça fait plaisir de la voir. Ouais. C'est aussi une actrice qui a une vraie personnalité. C'est vrai que moi je trouve que cette scène elle a lancé un peu ce qu'on pourrait appeler le Joséphine Demeaux cinématique universe. Là il y a des chaussures, là il y a une culotte, là il y a un livre, là tu fous rien là. Allez, je veux plus rien voir traîner. Et on ressent les doigts du cul. Non, elle est magnifique, elle fait beaucoup de théâtre.
Et à chaque fois qu'on la voit sur scène, elle explose, quoi. On l'embrasse très fort. Joséphine. Bonjour monsieur. Attendez, il y a quelqu'un qui parle français dans cet hôpital? Quel est le problème? Le problème, c'est que ça fait 1 heure que je demande un médecin. Pas un infirmier, ni un brancardier, ni un ambulancier. Je veux voir un médecin. Je suis médecin, monsieur. Écoutez, monsieur, c'est pas compliqué, hein. Vous allez pas me ramener tous les employés de cet hôpital, non? Je veux voir un médecin. Et mais je ne bougerai pas d'ici tant que mon père n'aurait pas été vu par un médecin. C'est clair? Calmez-vous, monsieur. Non, je me calme pas. J'en ai marre. C'est toujours la même chose dans les hôpitaux. Je vais m'occuper de votre maman. Je suis interne. Allez, bouge, cousin. Tu as la fermer ta putain de gueule! Je suis médecin, je te dis! Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu un médecin noir? Mais regardez-moi bien! C'est fait! Je suis médecin interne et noir! Ça dérange quelqu'un? Parce que si ça vous dérange, je vous emmerde tous! Regardez-moi! Pour cette scène, qui était un plan séquence, il y avait une matinée. Le PAT, le prêt à tourner, il est à 9h. Et on a jusqu'à midi pour faire cette scène. Voilà. Là, vous voyez la fin de la scène, il est 9h07. Ça a été rapide. Ça veut dire que il est arrivé, il était chargé, Omar, de ce personnage-là, de cette histoire-là, de ce gars. C'est une vanne récurrente, les gens le prennent pour autre chose qu'un médecin. Ma sœur est médecin, m'a raconté qu'il y avait un collègue qui lui avait raconté ça, que ça l'a saoulé. On l'a mis dans le script, etc. Et quand ça s'est arrêté, on s'est dit, mais en fait, Omar, il a ça en lui. C'est là, en fait, c'est là qu'est né Intouchable. Les films qu'on a fait avant, Nos Jours Heureux ou de celui-là, ce sont des films chorales, comme on dit. Et c'est vrai que durant cette matinée-là, on s'est dit, peut-être qu'on va concentrer notre prochain film autour de lui. C'est pour lui qu'on a cherché le rôle. vraiment pour lui qu'on a cherché. Intouchable est sur le parcours d'une recherche d'un rôle pour Omar Sy, une histoire où on se dit, ah, tiens, là, on peut peut-être avoir notre réponse. Mais la construction, elle est la suivante. Cette scène qui donne ça et qui, à 9h07, fait qu'on passe à autre chose, parce qu'on dit on ne va pas faire mieux, parce que c'est sorti d'une forme de... Voilà, mais avec quelque chose de vrai. Et à partir de là, on cherche un film, et on trouve ce film, et arrive la suite. Ça, c'est fou, parce que c'est-à-dire que si cette scène n'avait pas eu lieu ou n'avait pas été jouée de cette façon-là pour Omar Sy, peut-être qu'Intouchable n'aurait pas existé. Peut-être, parce que c'est là que en fait, vous savez, tout part des désirs. Les désirs de comédiens de travailler avec des réalisateurs, les désirs de réalisateurs de travailler. Là, Omar a créé ce qu'on appelle un nouveau désir chez nous. Donc on l'aimait beaucoup, on se disait, il est génial, il est drôle, il est charismatique, mais c'était pas un désir de l'emmener dans un truc cinématographique plus profond que ça. C'était une envie de le suivre et de continuer à faire des films, comme il dit, chorales, où il aurait toujours sa place. Mais là, il nous a tellement scotché qu'on s'est dit, non, là, on va se concentrer sur lui. On va arrêter de se concentrer sur même qui que ce soit d'autre. On va trouver une histoire. Et quand le jour où on l'a trouvé, on l'a appelé, on lui a dit, regarde, assieds-toi, on a un documentaire à te voir. Mais pourquoi? Assieds-toi. Il va dans un bureau, il voit le documentaire qui dure une demi-heure, il dit, mais quoi? 40 minutes? Il dit, bah voilà, ça, si tu veux le faire, on le fait. Puis il a dit, mais moi, je vous suis, les gars. Alors on y a été. Bonjour. Je vais faire signer un papier. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez des références? Ouais, des références, moi j'en ai. Oui. On vous écoute. Je sais pas, Cool and the Gang, Person on Fire. C'est de bonnes références, ça, non? Je connais pas. Asseyez-vous. Non, si vous connaissez pas, c'est que vous y connaissez rien en musique. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical, même si je connais pas votre soul, je sais pas quoi, là. Non, Cool and the Gang. Et vous? Vous connaissez Chopin, Schubert, Berlioz? Moi, si je connais Berlioz. Vous, là, ça m'étonnerait que vous connaissiez Berlioz. Ah, pourtant, je suis un spécialiste. Ah bon? Vous connaissez qui, là-bas? Quel bâtiment? Comment ça, quel bâtiment? Non, mais mon vieux, Berlioz, avant d'être un quartier, c'est un compositeur célèbre, écrivain et critique du 19e. C'est une vanne. Je sais qui c'est, Berlioz. Et je vois que l'humour, c'est comme la musique. Vous y connaissez rien, en fait. Une scène comme celle-ci, quelle est la part d'écriture, d'improvisation? Est-ce que c'est totalement écrit à la virgule près? Là, il y a zéro improvisation. Là, c'est calibré. C'est calibré, pondéré, c'est lu, c'est travaillé. Non, tout est, quand il va s'asseoir à un moment pour dire Berlioz, tout est millimétré. Parce que là, il y a aussi, ça nous permet de rendre hommage à l'opérateur qui s'appelle Mathieu Vadepied. Quand je revois cette scène, on a vraiment réfléchi à tout. Il est au début, François, il est dans l'ombre.
Omar, il est éclairé, à demi éclairé, et ensuite la lumière va se rapprocher petit à petit. Non, il y a un travail, tout est pensé. Il y a des trucs qui nous échappent, c'est presque la grâce, parce qu'effectivement, Omar est d'abord très contraint, donc il a l'air un peu... Puis d'un coup, il décide qu'il veut bien rentrer dans la relation, donc il s'installe, et puis ça devient un ping-pong intéressant. En fait, là, on prend une histoire qui nous touche, et on la transforme avec notre langage à nous. Comment eux, ils ont connecté, comment ces deux personnes, aussi loin l'un de l'autre, lui dans son fauteuil, dans son hôtel particulier, et lui en arrivant de sa banlieue où il n'a pas dormi parce qu'il sort de tôle et qu'il s'est fait jeter par sa mère, comment à un moment ils vont avoir besoin l'un de l'autre et qu'est-ce qui va les réunir. Et c'est hyper émouvant de le revoir comme ça parce que, avec le recul, je pense que c'est comme ça que Olivier et moi on a connecté. Souvent, on dit mais c'est pas votre histoire. Pourtant c'est l'histoire d'une amitié masculine. Mais je pense que ce qui a connecté là, c'est le degré de recul par rapport à la situation. C'est-à-dire que lui, il est tellement enfermé dans son personnage, il a besoin d'un gars qui a du recul. Et quand il lui fait la vanne, qui lui dit « tu vois vraiment que je suis con », ça le fait sourire et il est rassuré de voir quelqu'un qui reconnaît être comme de sa famille. De sa famille, mais pas au sens du sang, mais au sens de « c'est comme ça que je vois la vie ». Il faut toujours faire une vanne. Il faut toujours faire une vanne qui te dit « j'ai le même recul que toi ». Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup liés dans notre aventure. Même quand on est dans la merde la plus balèze, toujours une vanne qui fait que tu dis allez, ça sert à quoi tout ça, on s'en fout. Finalement on s'en fout. Il faut 3 refus pour que je puisse retoucher mes acédiques. Oui, je comprends vos acédiques. Vous n'avez pas d'autre motivation dans la vie. Si, j'en ai d'autres. Il y en a une juste là. Ça, c'est très motivant, ça. L'image, elle est forte déjà, l'image. Donc il y a un côté, si en plus on rentre dans le drame, ça devient trop frontal. De toute façon, on n'aurait pas pu faire ce film, puisque Philippe Pozzo di Borgo, le vrai personnage que joue François, nous a dit, si le film n'est pas drôle, non, je ne vous donne pas mon autorisation. Mais ce qui m'amène à vous poser une question, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est vrai que dans le cinéma français, on a tendance à étiqueter les choses. Il y a d'un côté le cinéma populaire qui est plutôt associé à des comédies, de l'autre le cinéma d'auteur qui est associé à majoritairement des drames. Vous arrivez à faire quelque chose qui est ni l'un ni l'autre, qui est au milieu. Est-ce qu'on devrait continuer à étiqueter cinéma d'auteur, cinéma populaire? On peut avoir envie de faire des comédies, puis après envie de faire des drames. Et je pense que l'étiquetage, le fait de résumer, de réduire les choses, c'est une forme de simplicité d'esprit que de dire, bon, bah alors, nous, à plusieurs reprises, il a fallu se défaire de l'endroit où on voulait nous mettre une belle étiquette sur la tête. Après Intouchables, c'était devenu les champions de la comédie ou du box-office. Et à chaque fois, il faut essayer de s'échapper de ce désir d'enfermement qu'ont les autres. Mais c'est peut-être là où on a tiré notre force du duo, c'est qu'à deux, on se laisse moins facilement enfermer que quand on est seul, où on se dit, bon, bah, s'ils veulent me voir comme ça. Non, mais c'est pour ça qu'on a bougé vers autre chose et qu'on a fait des choses assez différentes dans la suite, justement. Et puis alors, je citerai quand même cette phrase qu'on dit souvent, mais la comédie, c'est de la tragédie qui est incubée avec du temps. Quand vous avez vécu quelque chose de grave et que vous laissez un peu le temps infuser, quand vous racontez l'anecdote, souvent elle devient très drôle. Donc la comédie et la tragédie, elles sont très liées. Elles vivent ensemble, elles coexistent. Il suffit juste de les faire se rencontrer et encore une fois, de ne pas les séparer. ఈ జాబ్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు? ఎందుకా? బయట ఇల్లు చూసి సగం ఫిక్స్ అయ్యా. మిగతా సగం నిన్ను చూసి ఫిక్స్ అయ్యా. Plus frontal. Jamais eu. ఇంతకు ముందు ఇలాంటివి ఏమైనా చేసావా? సేవ నాకు 4 ఏట అనుకుంటా. రోడ్డు మీద దెబ్బతో పట్టున్న కుక్కకి కట్టుగట్టి మందు పూసి మటన్ పీస్ ఇచ్చిన మనసు నాది. Bien, la musique, elle est pas présente. అంబిషన్ దేవుంది సార్. రోజుకోటి మారుతుంది. ఈ రోజుకి ఇదిగో నా అంబిషన్. On l'avait jamais vu cet extrait. Je crois que c'est un truc indien, non? Ouais. Exactement, c'est l'adaptation indienne de Intouchable, donc Opiré. Vous l'avez jamais vu? Non, on a vu les bandes annonces, mais il y en a eu 10 des adaptations, donc on va pas... Après, on a les bandes annonces, on a les scénarios. Ouais. Normalement, on doit jeter un coup d'œil pour voir si c'est pas complètement éloigné. On le fait, hein, on le fait par des spécialistes, mais on l'est pas tous. Voilà. On a vu le remake américain. Voilà, il y a le décor, donc on reconnaît un petit peu l'original, mais j'aurais quand même baissé un peu la musique. On a appris que ce mois-ci, comme quoi ça s'est arrêté, il y a eu un remake turc qui a fait 3 millions d'entrées en Turquie. S'appelle Yanna Yanna. Yanna Yanna, voilà. Par le turc couramment. Et donc vous disiez, vous avez accès au scénario, vous êtes consulté, est-ce que vous êtes impliqué
Non, on n'est pas du tout On les fait lire à impliqués. des gens qui ont cette connaissance de la culture pour voir qu'il n'y a rien de déplacé par rapport à l'accord qu'on a eu, nous, de Pozzo, Philippe Pozzo et Abdel au départ de l'histoire. Mais en dehors de ça, une fois que ça respecte, chacun fait ce qu'il a envie. L'histoire, elle est universelle. Donc, elle ne nous appartient que voilà. partiellement, vraiment. Mais il y a des films où ils ont vraiment fait du plan par plan, les costumes, le remake argentin est très 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 proche. Donc c'est amusant. Quand on a vu le court-métrage tout à l'heure, on ne pensait pas une fois une aventure pareille. Pas vu depuis longtemps, lui. Ouais. Ah, c'est formidable. C'est très dur de... C'est formidable, c'est vraiment... de voir Jean-Pierre et de ne pas être ému, en général, de toute façon, parce que c'était quand même... c'est des moments pour nous magiques. Magique, ce tournage, il a été magique. Et puis, de revoir là, Benjamin, Jean-Paul, Gilles, Ayé, Vincent McCain, Alban Ivanov, William Lebguy. Là, on est dans le cœur de ce qu'on préfère, c'est-à-dire le mélange de ces familles d'acteurs, de ces typologies, de ces natures de personnages. C'est vraiment... on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir réussi à agréger autour de Jean-Pierre Bacry cette troupe-là. Et ça, on s'en étonne encore. Moi, je trouve que cette scène, elle est à l'image de Jean-Pierre, c'est-à-dire que c'était quelqu'un d'assez, pendant sa vie, qui était assez... Parfois, il a été affabulé du côté bougon, du côté un peu dur, il avait un avis tranché, etc. Et en fait, plus il a avancé, à mon avis, plus il a été reconnu pour en fait, son extrême sensibilité, son regard ultra aiguisé sur les choses. Et je trouve que quand il voit les gens l'applaudir, c'est un peu à l'image de sa vie. C'est-à-dire, il a été tellement aimé qu'il en était presque étonné et à la fin presque ému de voir à quel point les gens étaient prêts à faire quelque chose pour lui dire qu'ils l'aimaient. Les comédiens, je ne peux même pas vous dire, sur le tournage, quand il y avait une scène qui tournait, tous les comédiens venaient voir la scène dans le combo, c'est très rare. Généralement, ils ne viennent pas voir la scène des autres, mais dès qu'il jouait, comme s'il venait encore, peut-être on peut apprendre quelque chose de lui. Peut-être on peut encore... Et donc j'ai l'impression que c'est un peu un testament, ce film, où il regarde un peu les choses avec tendresse. Et quelque part, après avoir eu cette forme d'intégrité radicale, il en est ému. Et moi, je ressens comme si on avait perçu quelque chose de lui. Et de toute façon, il avait perçu quelque chose de nous. Et ça a été on l'a souvent dit, hein, c'est un peu bateau de le dire, mais ça a été une très 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 grande rencontre. Et même quand on dit que parfois les gens qui sont partis n'ont pas cessé de parler, nous on entend encore des fois des choses qu'il nous dit sur des inquiétudes qu'on a eues, des discussions qu'on a eues, où il continue de nous parler. Et le film était un très bon souvenir. Très, très bon. Et il y a quelque chose de particulier avec ce film dans le temps. Là, ça va faire 10 ans. Et donc il y a vraiment quelque chose où, évidemment, là en ce moment, on fait un Tour de France, on présente notre dernier film et on nous parle beaucoup du sens de la fête. C'est pareil, c'est comme un film qui a des racines profondes et qui continue de pousser et qui continue d'être vu, d'être revu. Et ça, c'est formidable pour nous, formidable. Allez, on va rappeler les règles pour éviter les embrouilles de la dernière fois. Donc les portables sont interdits et le premier qui l'ouvre prend le point. Et Chirel, tu comptes? Oui. On fait un point, une frite. Alors, je vais demander à une main pure et innocente de venir tirer un petit papier. Menachem? Oui. T'as la main pure? Non, innocente, c'est moi. Et propre, hein, lavé au jasmin. Quelle transformation physique. La crédibilité, tout de suite. C'est dingue. Institut médico-éducatif. C'est ça? ARS. Agence régionale de santé. Alors, attention. Les actes. Établissement de service d'aide par le travail. Si t'arrives, toi, t'es possédé ou quoi? Marianne, doucement quand même. Qu'est-ce qui t'arrive là? Moi, ça, je me fais griller à chaque fois. C'est dingue parce que c'est évidemment, il y a dedans, là, dans tous les vrais éducateurs de l'association. Les acteurs, ils s'appelaient d'ailleurs les éducateurs. Et je me rappelle de cette nuit, c'était incroyable. Dans ce restaurant à Montmartre, c'était incroyable. C'est la preuve que tout le monde peut jouer d'ailleurs, parce que c'est que des éducateurs dans la vie. Il y a un ou deux acteurs, il y a Loïs Sauvage qui est mélangé avec eux. Non, ce qui est intéressant, c'est
c'est de se dire dans le processus d'écriture qu'on tombe dans un labyrinthe quand on passe du temps avec ces associations et qu'il n'y a que des acronymes qu'on ne comprend pas et que nous-mêmes, on est les premiers à entendre ESAT, IME, toute la journée, des abréviations, et qu'on se dit mais CAT, comment les spectateurs vont se repérer là-dedans? Et en fait, on décide d'inventer ce jeu pour dire, et tous les médecins, tous les infirmières, tous les gens qui travaillent dans le monde hospitalier nous ont dit qu'est-ce que c'est drôle, parce que c'est vrai que nous-mêmes, on est toute la journée en train de dire ça, et il y a un petit côté, on parle une langue que personne ne comprend. En fait, c'est aussi ça l'élégance de la comédie. C'est au lieu d'être frontal avec des scènes didactiques, pédagogiques pour apprendre les choses, c'est d'essayer de les faire passer par un autre canal, ce qu'il disait tout à l'heure, pour que le spectateur ait l'information. Si on n'est pas professionnel, comme le disent vos rapports, pourquoi depuis 15 ans, l'ARS, l'aide sociale à l'enfance, les juges, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants? On reste encore en contact avec eux, l'association a bien grandi. On est très très fiers de l'impact de ce film-là sur leur vie et sur la vie en général des associations qui s'occupent de gamins en situation d'autisme, des gamins vulnérables dans des situations toujours très 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 compliquées. Au passage, quand on fait les avant-premières, on a les retours sur le sens de la fête, on a les retours sur hors norme, et il y a quand même pas mal de jeunes qui viennent qui disent « j'ai décidé d'être éducateur en voyant le film ». Donc il y a eu aussi des gens qui ont choisi leur vocation par le cinéma, et encore une fois, tout ce qui fait que la réalité et la fiction se connectent et se collusionnent, ça nous intéresse. C'est fort ça, des jeunes qui ont été inspirés par le film derrière. Et c'est pas que un ou deux qui sont venus nous dire ça, il y en a eu beaucoup. Le cinéma peut avoir un impact bien sûr, c'est notre représentation, c'est une projection de nous sur un écran. Donc forcément, il y a des jeunes qui viennent et qui se projettent et qui disent en fait, je savais pas ce que je voulais faire, mais c'est ça que je veux faire. Et donc je sais pas où tu vas toi, mais je crois qu'au niveau parfum on est pas mal, hein. Hé, ça s'appelle comment? T'es stressé, hein? Ah, c'est normal d'être stressé. Ah, c'est pas possible, c'est pas célèbre. Non, c'est pas célèbre. Je vais te raconter une histoire. Je devais avoir comme toi, 13 ou 14 ans. Allez, Et salut papa. Ah, d'accord. Là, on n'est pas dans le rétro, là. Là, on n'est pas dans le rétro, vraiment là, dans on est l'instant. Mais c'est très agréable de le voir après tout ça parce que les chemins qui nous amènent au film, on ne les réfléchit pas. Mais là, avec l'exercice qu'on est en train de faire, on voit qu'il y a des moments où on a besoin de revenir à certains endroits et que le cinéma, ça nous permet de le faire. On avait envie de revenir dans ce moment-là, le moment où on découvre les choses. Peut-être parce que voilà, quand on commence à se sentir un peu plus vieux, cet appel de l'enfance, cette lumière qui émane de nous, cet enfant qui est en nous, on est en train de lui dire mais on t'a pas oublié, on va rester un peu des gamins. Le monde des adultes, il n'est pas pour nous. Et c'est très bien comme ça. Parce que de toute façon, le métier qu'on fait n'est pas un métier d'adulte, c'est un métier de gamin. C'est un métier de gens qui dit à d'autres gens, venez, on joue ensemble. Mais simplement, on y met un peu plus de sérieux que quand on était petit, mais ça reste du jeu. Et ne jamais oublier d'être dans le jeu, c'est à mon avis une façon de ne pas prendre la vie trop au sérieux et de ne pas souffrir. J'aime beaucoup la qualité formidable de votre écoute parce qu'on n'a pas du tout progressé dans la conversation là, si? Ouais, je sais bien. Dans le sens de la fête, Benjamin Laverne disait, je me presse d'en rire avant que d'en pleurer. On le voit le monde hein, qui s'effondre. C'était une phrase dans Thérapie de Dayan qui disait le monde s'effondre depuis toujours. Mais ça ne nous empêche pas d'essayer comme dans Intouchable aussi, de trouver la note d'humour qui va faire qu'on va quand même continuer l'aventure. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu fatigant, vous qui défendez justement constamment dans vos films le vivre ensemble, le collectif, de continuer à le défendre aujourd'hui alors qu'on a le sentiment que ça s'étiole? Ou au contraire, est-ce que c'est pas justement le moment où il faut le défendre plus que tout? On dit qu'on a grandi dans un monde où en tout cas c'était moins un problème. Et que nos enfants, ça a l'air d'être très déterminant, et qu'en faisant peut-être réémerger ce modèle-là, on peut re-questionner cette façon qu'on a de se différencier dans cette grille de lecture identitaire. Mais après, voilà, le truc n'est pas avec un point levé revendicatif en disant il faudrait qu'on se tienne la main.
Mais c'est vrai qu'on va plus avoir envie de mettre en avant hors normes, c'est-à-dire des gens qui sont liés par le fait de s'occuper de gens vulnérables, alors qu'ils ne sont pas de la même culture, pas de la même religion, et pratiquant les deux, c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'ils sont à fond dans la religion, mais ils regardent quand même dans la bonne direction. Je vais pouvoir plus mettre en exergue leur façon de voir la vie, plutôt que des gens qui montrent que le monde se désagrège. Mais ça, il y a des gens qui le font très bien. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui décrivent un monde qui se désarticule devant nous. Nous, on va rester à notre bonne place. Voilà, nous, et tenter d'avancer et creuser toujours le même sillon à notre place, toujours selon notre ADN à nous, qui est de parler de choses compliquées, voire même dramatiques, mais avec ce pas de côté qu'est la comédie. De toute façon, on ne sait rien faire d'autre. On n'a pas d'autre motivation dans la vie. Si, j'en ai d'autres. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Qu'est-ce qu'il a? Vous avez jamais vu un médecin noir? Ça, c'est très motivant, ça. Déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai revu tous vos films en préparant l'interview et c'est vrai que ça fait vachement bien en fait. Du coup, t'es plus sageux que nous. Ouais, c'est vrai peut-être. Pour terminer, j'ai une petite question, j'aimerais bien avoir votre avis. Tout le monde a un peu son avis sur mon Toledano et Nakash préféré. Si vous deviez en dire un, vous, ce serait lequel? Si on met de côté qu'on ne dit pas le dernier, en fait, pour être très honnête, quand tu sors un film, tu as des affects très forts avec le film. Il peut vraiment... Et ensuite, il part comme un satellite et il tourne et il commence à prendre une place normale dans ta vie. Mais au début où il sort, tu le chéris, tu le lâches tout doucement, là on va en province, on le laisse un soir, on le reprend, après il y a le succès ou pas, et du coup, s'il n'y a pas, tu peux changer d'avis sur lui. Mais là, tu as encore un avis objectif. Après, quand il est vachement aimé, tu le vois avec d'autres yeux. Aujourd'hui, le sens de la fête, sachant que les gens en parlent beaucoup, que Benjamin Laverne, il était au César avec l'affiche de ça et qu'il vit encore, alors peut-être j'ai un avis qui est moins objectif parce qu'il a plu. Alors que là, on ne sait pas encore. Donc si on met le dernier de côté, là maintenant on peut répondre. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai quand même une tendresse très particulière pour Nos jours heureux. C'est quand même, voilà, c'était il y a 20 ans, donc ça convoque des milliers de souvenirs heureux. Et voilà, quand je revois ces quelques images et cette scène avec Joséphine, c'est pas que je le préfère, c'est que j'ai une tendresse particulière. Moi je vais citer Hors Normes parce que je pense que c'est le film qui en le fabriquant et en voyant les conséquences, m'a donné le plus de fierté, d'émotion. Par exemple, aujourd'hui, l'émission Les Rencontres du Papotin sur France 2, elle n'existerait pas. L'association en question, quand on les a rencontrés, ils devaient avoir 60 ou 100 employés. Ils signent 700 fiches de paie. Ils ont ouvert 5 centres, un à Marseille, un au Niger, un au Maroc. Donc ça veut dire ça a fait quelque chose. Et il y a des conséquences dans le hall de Canal+. Quelle fierté de voir... les cafés joyeux. Ouais, les cafés joyeux, c'est une conséquence d'Hors Normes, parce qu'on a fait un doc sur Canal+, qui s'appelle L'épopée joyeuse, réalisé par Paul Frère, qu'on a produit et initié, et que quand Maxime Saada est venu voir avec son épouse le doc à l'Olympia, il a dit je veux un café comme ça dans le hall de Canal+. Ouais. Donc là, il y a presque un truc concret d'une conséquence d'un film. Donc quand ça agit entre la fiction et la réalité, peut-être que c'est encore plus... Peut-être qu'on se dit, allez, on n'a peut-être pas fait 50 000 trucs sur Terre, mais ça, au moins, on l'a fait. Donc je note, pour vous, Olivier, Nos jours heureux, et pour vous, Eric, Hors Normes. Ouais. C'est noté. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.